Je souhaite la bienvenue à tous pour ce. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. J'essaie de parler peut-être un peu plus fort pour ce webinaire sur la détection de présence et l'éclairage extérieur, avec notamment l'impact sur la biodiversité. Donc, ce webinaire se déroulera en deux temps. Une première partie sur un peu une approche des grands principes technologiques de la détection de présence. On va balayer un petit peu tout ce qui se fait dans l'état de l'art sur cette thématique avec une présentation de Alain Trémaud. Donc, il nous fera donc cette première partie. Puis, Johan Roulet, qui nous fera une seconde présentation concernant une étude de cas qui a été faite sur Paris, il me semble, sur l'impact par rapport à la biodiversité. Voilà, donc, ce sont des sujets qui sont quand même d'actualité. C'est comme j'avais écrit dans les présentations, c'est éclairer juste. Et la détection de présence vraiment peut apporter une réponse à cette doctrine. Et on va donc balayer dans un premier temps le côté technique et technologique. Bien, donc, bonjour à toutes et tous. Donc, à l'invitation de Roger, je vais vous parler un peu de détection de présence et éclairage extérieur. Donc, je me présente avant tout, Alain Trémaud. Donc, j'ai indiqué, j'ai les deux casquettes. J'interviens comme expert AFE, là, mais aussi que je suis directeur technique d'Eclatech. Donc, dans ce que je vais vous présenter, l'idée, c'est de parler des technologies et de leur mise en œuvre de détection de présence. J'ai des visuels qui sont par facilité issus de mon entreprise, mais je ne parlerai pas de produits ou en particulier, encore moins des miens. L'idée, c'est de parcourir, parce que ça fait quand même quelques années que ces solutions se sont déployées, c'est de faire un petit état vu de ma fenêtre de fabricant. Donc, c'est un regard partiel sur ces technologies. Donc, quelques éléments de contexte avant de se poser la question de la détection de présence, une évidence pour tout le monde, puisque la LED, on va parler que de ça, c'est 99% des LED. Donc, c'est évidemment grâce à cette technologie qu'on a pu imaginer de la détection de présence. 99% des ventes, c'est la source la plus efficace, ça a été démontré, les prix sont très ajustés. Donc, pour illustrer cet avènement des LED, j'ai rassemblé quelques éléments sur un projet typique. Donc, 7 mètres de hauteur, largeur de 7 mètres, 3 fois et demi l'espacement. Et sur cet exemple, l'idée, c'est d'avoir un candela par mètre carré avec les critères d'uniformité et de TI demandés à respecter. Donc, avant la LED, on aurait pu faire ce projet avec du 100 watts sodium, donc une consommation de 115 watts. On aurait pu mettre de la Cosmopolis, 90 watts, ou une 150 watts iodure. Donc, on voit les résultats qu'on a obtenus. Donc, une luminance, en visant 1, on était un peu au-dessus parce qu'on n'avait que le choix de prendre une puissance ou le niveau en dessous. Voilà. Donc, on ne tombait pas juste sur le niveau requis, on devait suréclairer un petit peu, uniformité respectée, et puis donc les efficiences énergétiques, des watts par lux par mètre carré indiquées. Avant d'arriver aux performances aujourd'hui, en 2013, on pouvait, avec le même luminaire, aussi c'est un visuel Eclatech, mais dans les produits des charges, on pu intégrer des LED, et donc le même produit permettait de traiter ce projet avec seulement 80 watts, donc avec une efficience énergétique qui était un peu inférieure à la meilleure des lampes à décharge. En 2013, la réduction de puissance était aussi liée au fait que là, on pouvait ajuster à 1 candela par mètre carré. En 2014, on a eu un pas énorme en termes de performance, puisque la puissance sur ce même projet a été réduite, l'efficience énergétique a baissé, donc au niveau de 2%. Et pour arriver maintenant, donc 2021, ça a baissé un peu. Donc on est maintenant, alors on est en 3000K, à l'époque on ne l'était pas, on était en 4000. Donc en 3000K, comme c'est demandé maintenant, ce même projet, on le fait avec 48 watts. Et donc, avec des gains, on peut dire autour de 50% d'efficience énergétique en moins par rapport à des lampes à décharge. Hormis la iodure, on est à moins 70%. Une stabilisation de l'efficacité. Et puis, j'indique apparition précoce de détection de présence. Très tôt, ce combat entre les LED et les lampes à décharge qui date de quelques années,
tout, la détection de présence, c'était compatible avec la LED et c'était un moyen d'aller chercher un peu d'efficacité à un moment où le match n'était pas encore gagné pour les LED. Maintenant, le match est plié. Alors, deuxième élément de contexte, toujours avant de parler de détection de présence, on considère qu'on applique, c'est ce que j'ai fait dans le tableau précédent, la norme 13201 ou autre norme dans les cas autres, mais souvent celle-ci, on va sélectionner le type de chaussée, déterminer les justes niveaux d'éclairement et de luminance, déterminer le niveau d'uniformité, le contrôle de l'évolution, et puis utiliser les possibilités apportées par la norme d'abaissement nocturne dans des périodes où, bien sûr, les paramètres le permettent, notamment de trafic. Autre élément de contexte évident, c'est l'arrêté relatif aux nuisances. Donc, on va de toute façon toujours devoir respecter notamment la densité surfacique de flux dans le projet, ce qui est le cas. Le projet que j'ai indiqué, le projet 2021, il est à une densité surfacique de flux de 34, je ne l'ai pas écrit sur le tableau, et c'est le seul projet qui est compatible. Les puissances qu'on avait avant, les flux mobilisés avant, ne permettaient pas de contenir ça. Et surtout, je mentionne parce qu'il faut se rappeler que dans l'article 2, donc qui est la temporalité pour l'arrêté, dans le point 7, il est indiqué explicitement que la détection de présence est un moyen, est autorisée, on va dire, pour dans des périodes où, en principe, l'éclairage est éteint. Donc, le législateur a considéré que le fait d'allumer pendant un temps très court, en tant que besoin, ça s'assimile à une période d'extinction. Donc, c'est important, on a cette possibilité-là. On a l'application de la règlement SLR, donc là aussi, ça renvoie des efficacités minimales de source, c'est pas que l'affichage. Et puis, on se retrouve face à une équation économique, ça, c'est quelque chose en tant que fabricant qu'on garde toujours en tête avant de penser à des solutions. C'est que si je reprends mon exemple précédent, c'est qu'on est quand même à 7 mètres de hauteur, donc c'est un projet moyen, on a une puissance de 48 watts. Une durée de fonctionnement de 4000 heures par an, 4000 étant de valeur arrondie pour que je puisse réussir à faire le calcul, qui donne 192 kWh de consommation. Et pour ceux qui payent l'énergie 13 centimes, ça fait 25 €, plus ou moins selon le cours de l'électricité, mais ça fait 25 € de consommation d'énergie. Et j'indiquais qu'on peut faire de l'abaissement nocturne. C'est un cas qu'on rencontre, nous, très souvent, 50% de 23 heures à 5 heures, ça fait 6 €. Sur un projet de cette nature-là, on a un coût d'énergie d'une vingtaine d'euros. Donc, faut garder ça en tête quand on doit appréhender le coût de solutions de détection de présence, par exemple, notamment à des fins économiques. On est limité par ça. Et enfin, et là, ça n'apparaît pas sous forme d'euros, et ça apparaît depuis peu, il faut le dire. Hein, comme 10 ans qu'on s'attache à faire une transition, on va dire, énergétique, mais depuis peu, des aspects écologiques, environnementaux apparaissent. Donc, il est certain que, et très juste, donc, limiter les nuisances lumineuses, l'impact sur la faune et la flore, c'est des choses qui vont devoir être prises en compte, même si l'énergie, la lumière qui ne sera pas dispensée n'est pas justifiable économiquement, elle peut l'être sur un plan écologique. Ça aussi, donc j'indique aussi l'énergie solaire en site isolé. Ces éléments de contexte, donc maintenant, on ne va pas parler de détection de présence si on ne s'est pas attaché à mettre des LED avec un vrai projet en respectant la réglementation. Sinon, ce n'est pas la peine de parler de détection de présence. On a des technologies disponibles. Donc, si je vais faire un parcours rapide des technologies, la première, infrarouge, tout le monde la connaît puisqu'elle est en plus largement utilisée dans le domaine privé d'un bâtiment. Donc, c'est simplement un capteur qui va détecter un rayonnement infrarouge d'un objet qui a une température, donc qui va donc avoir un rayonnement différent du fond. Donc, c'est le contraste que va lire le capteur et va pouvoir détecter le déplacement ou le mouvement de cette masse plus chaude que l'environnement. C'est un capteur d'une très faible sensibilité. Il est aussi sensible aussi à des mouvements de convectif d'air. On trouve
Dans certains cas, si un air chaud se déplace, il peut apparaître comme un objet chaud présent. Donc, il y a des fausses détections avec une portée qui est limitée. Je mets à gauche un petit logo. L'avantage, c'est que c'est extrêmement mature et puis c'est très peu cher. Donc, alors, il y a autre chose, il y a des radars. Alors ça, tout le monde, vous êtes tous comme moi, vous connaissez parfaitement bien la capacité redoutable du radar de mesurer avec une grande précision la vitesse de déplacement d'un objet. Donc là, c'est pas simplement dire il y a objet, il n'y a pas objet, comme un détecteur infrarouge qui va donner l'information binaire, oui, non. Là, on va en plus savoir qu'un objet, à quelle vitesse il se déplace et dans quel sens. Par contre, c'est extrêmement sensible. Ça mesure tout, absolument tout. Donc, c'est des solutions qui sont matures et qui sont un peu plus chères. J'ai un code couleur différent. On trouve aussi des capteurs vidéo. Donc, une image, l'acquisition d'une image qui peut être de faible qualité, puisqu'on ne va pas chercher à voir cette image, ce flux vidéo. On va chercher, donc on va pas identifier des gens, on ne va pas transmettre, on va prendre cette image et avec un traitement logiciel, analyser ce qu'il y a, donc la présence et le déplacement d'objets pour trouver une information qui va dire il y a quelqu'un et il y a un objet, c'est une voiture, c'est un piéton, c'est un chat, c'est un papier, c'est des branches qui bougent. Et donc, là, avec ce traitement logiciel, on va être bien sûr, beaucoup plus sélectif que dans les technologies précédentes et on va pouvoir même avoir des scénarios beaucoup plus sophistiqués. On va pouvoir donner des actions très évoluées. Comme c'est un traitement logiciel, il n'y a quasiment pas de limite, si ce n'est l'imagination et l'effort que représente le développement de ces outils logiciels. Donc là, on est plutôt sur des sites pilotes. Il y a des gens qui vont dire c'est pas vrai, on est un peu plus, c'est plus verdâtre. Donc, on est quand même sur des solutions industrialisées avec un déploiement qui modéré. Et ça coûte cher. Toujours en rapport aux gains que j'ai évoqués au départ. Je veux mentionner aussi une technologie dont on parle beaucoup moins, qui est une technologie sonore, mais il y a des idées, des débuts de solutions de mesure du spectre de l'environnement, spectre sonore, donc c'est pas seulement le niveau de bruit, mais la composante spectrale du bruit. Donc en mesurant le bruit de base et puis quand il se passe quelque chose, la présence d'un véhicule, on va mesurer l'émergence. Et donc ça va donner l'écart, ça permet d'identifier une signature acoustique d'un véhicule, par exemple, et donc il est possible de détecter, de compter des objets avec la capacité à discriminer un vélo, une voiture, d'un camion, dans quel sens ça se déplace. Donc, des possibilités assez intéressantes. Il y a aussi des solutions qui apparaissent, mais là qui sont basées sur des ondes ultrasonores. Alors, c'est plus un détecteur, donc c'est pas un détecteur qui écoute, mais c'est un détecteur qui émet. Dans le domaine ultrason, donc on l'entend pas, à des très faibles puissances acoustiques, donc c'est pas trop perturbant pour l'environnement. Et là, ça permet d'identifier une personne. Donc, il faut avoir par exemple un smartphone qui est un récepteur, ça permet de transférer une information qualifiée. Donc c'est au stade prototype. Et puis, alors, ce n'est pas une technologie de détection de présence, mais c'est une pratique extrêmement courante. Il y a l'extinction. Si on ne veut pas faire de détection, on peut tout simplement éteindre. Donc, on revient par rapport au petit schéma que j'ai montré. C'est simplement l'extinction brutale. Donc, c'est une possibilité, ça existe. C'est vert, c'est pas très cher. C'est pas zéro, mais c'est pas très cher. Donc, on coupe. Et là, ça renvoie vraiment à des questions auxquelles je ne répondrai pas, mais que tout le monde se pose. C'est quel est le service rendu et quelle est la sécurité. Le point de vigilance, c'est le gain réel. Donc, si je reprends mon exemple, la partie qu'on va supprimer par rapport à simplement une solution LED avec abaissement de puissance, c'est 6 € dans notre exemple. Donc c'est ça que l'on gagne à chaque fois. Donc bien sûr,
Quand certains annoncent des économies de 80%, c'est pas l'extinction, c'est aussi tout le travail entre la vieille lampe sodium et puis la LED qui contribue aux 80%. Mais l'enjeu, il est voilà, de quelques euros. Alors, si on rentre un peu dans la technologie, donc ici, je reviens sur l'infrarouge. Donc, on a un luminaire, donc, pardon du visuel que j'avais sous la main, mais là, on est sur un détecteur qui est intégré. Donc, on a un détecteur de présence, un capteur de très faible taille. Il n'est pas des solutions qui ont des portées considérables, comme j'ai indiqué, mais c'est très facilement intégrable dans un luminaire. Donc c'est le cas ici. Avec, donc si on a un détecteur, on va devoir indiquer le niveau haut et le niveau bas et la période d'allumage. Donc quelques paramètres sont à fournir. Ça peut se faire ici, un exemple de dispositif où on peut au niveau du luminaire mettre des petits curseurs, préciser les informations. Donc ça se fait en usine, ça peut être modifiable, dans ce cas-là, modifiable sur site. Donc ça, c'est une solution extrêmement courante. On a la déclinaison de cette solution avec aussi de l'abaissement de puissance. J'ai indiqué, les solutions peuvent être combinées. Donc, on a le cycle d'abaissement et on peut, en cas de détection, revenir à un niveau haut. On considère c'est à ce niveau qu'on va assurer la sécurité des déplacements. Plus compliqué de reprogrammer en usine parce qu'on repasse là par un driver. Pardon. Programmation en usine, plus compliqué de reprogrammer sur site. Au niveau du radar, on va trouver ce genre de dispositif. Alors là, on est beaucoup moins compact qu'un détecteur de présence, donc ça se met plutôt sur le candélabre. Donc, par effet Doppler, des ondes vont être émises et on regarde la réflexion. Ça permet de mesurer la vitesse, le sens de circulation à une grande portée. Contrairement au détecteur infrarouge, on est à quelques mètres. Là, on peut aller jusqu'à 180 mètres. Donc, pour cet exemple-là, c'est beaucoup plus que l'espacement entre les candélabres. Donc, on n'en met pas un sur chaque candélabre. On peut contrôler une zone assez importante. Mais bien sûr, c'est pas si simple. C'est pas de l'intégration dans le luminaire. Donc, il faut faire une étude au préalable. Où est-ce qu'on place le radar, comment les paramètres d'inclinaison, position, et puis la programmation qui se fait aussi en usine. Un petit peu d'ingénierie à faire. Des exemples de cette possibilité du radar. Donc ici, une petite installation avec 4 luminaires et 2 radars, donc un passage souterrain. Donc on va pouvoir contrôler l'intégralité, la présence dans l'intégralité du passage avec des radars. Et dans l'exemple en dessous, on a une combinaison. Donc c'est une station-service où on va pouvoir mettre un radar pour détecter les véhicules qui rentrent à la station, et puis certains luminaires sont équipés de détecteurs infrarouges, donc ils sont là pour des piétons cyclistes. Donc cyclistes n'ont rien à faire ici, mais c'est pour détecter les passagers qui font le plein. Donc là, on combine deux technologies différentes. Capteur vidéo, alors je devrais scinder cette diapo. C'est le même principe, mais dans un cas, à droite, c'est une vision de l'image dans le domaine visible. Donc ça, c'est quelque chose c'est ça qui existe déjà sur des sites pilotes. Donc une caméra très simple, très basique, une image de qualité médiocre, elle n'est même pas redressée là, mais c'est suffisant puisque c'est l'algorithme qui va analyser cette image, son évolution et déterminer ce qu'il y a à déterminer. Présence, déplacement. Bien sûr, ça repose sur une bibliothèque de logiciels qui se construit petit à petit, qui évolue. Dans ces solutions-là, il n'y a pas d'enregistrement vidéo possible. Ça, c'est un critère très important. Si on est en vidéoprotection ou est-ce qu'on a simplement une image qui est traitée, on ne sort comme information que la présence ou le trafic ou ce qu'on veut. Il y a l'interface, paramétrage, donc c'est une petite mise en œuvre et toujours des études préalables. Voilà. J'ai juste mis à côté une vision infrarouge, ça c'est beaucoup plus exploratoire et R&D. On pourrait imaginer
donc c'est plus illustratif qu'autre chose pour l'instant. On pourrait imaginer prendre cette information dans le domaine infrarouge pour en déduire et analyser la scène et identifier la présence de ce qu'on veut détecter. Ici, c'est pas un capteur vidéo, c'est une caméra. Donc ça tombe dans ce que j'indiquais, vidéoprotection. Par contre, les caméras standards que l'on trouve pour la vidéoprotection, donc on va pouvoir lire le flux vidéo, ont des fonctionnalités importantes, assez intelligentes, où on va pouvoir, donc là c'est un exemple illustratif simplement, on peut simplement indiquer, compter, alors en rouge c'est dans un sens, en vert ce sera dans l'autre, détecter des véhicules, savoir dans quel sens ils vont, et puis avoir un scénario. C'est quelque chose qu'on a. L'image est sur le site d'Ecatech. On s'est amusé à mettre un luminaire et puis à détecter le parking de l'usine, détecter, à piloter l'éclairage en fonction du sens d'entrée, d'accès des voitures, voilà, pour faire ce genre de choses. Ça existe. Donc, si on a un système de vidéoprotection, on peut très bien, pour un coût marginal modeste finalement, accéder à ce type de fonctionnalité. Alors, les technologies, je pense que pour beaucoup, j'ai pas appris grand-chose. Elles sont là, elles sont connues. On voit très vite qu'elles ont des avantages et inconvénients. Il n'y en a aucune qui se distingue. Elles ne font pas tout. Il y a vraiment la mise en œuvre et aussi un sujet à regarder. Donc, je vais partager quelques éléments sur la mise en œuvre. Alors, pour raisonner, au préalable, je fais une petite décomposition. C'est comme ça qu'on a raisonné un peu le sujet. On se dit, si on veut mettre un peu d'intelligence, détection de présence en fait partie, sur une installation, on peut raisonner au point lumineux. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments totalement autonomes. Donc ici, j'ai un luminaire et je lui mets des fonctionnalités. Donc, alors c'est nos acronymes, mais DE, c'est détection de présence, CA, c'est abaissement, et puis RE, c'est courant réglable. On est au point lumineux, on a des possibilités qui sont limitées, mais on peut déjà faire donc, cette détection de présence. Il y a une architecture qui est intéressante, c'est avoir un réseau local. Donc, c'est un groupe de luminaires, donc sans infrastructure supplémentaire. Le fait qu'ils soient dotés d'émetteurs-récepteurs, communiquent entre eux, va donner des possibilités accrues. Et puis, ce qui est plus connu, et nous, en tant que fabricants, on est un peu plus éloigné, parce que là, on est sur l'infrastructure, c'est évidemment la télégestion qui peut permettre d'organiser différemment les choses. Alors, si on regarde dans ces différents les briques que constituent ces luminaires intelligents, si on prend encore une fois le premier point autonome, si on a une intelligence, on a un capteur, et puis un traitement, une intelligence qui va piloter driver et des LED. Quand on est groupé, on en retrouve les mêmes éléments avec un émetteur-récepteur vers d'autres luminaires et vers une interface utilisateur pour le paramétrage. Et en télégestion, on va retrouver la même architecture, sauf qu'on va vers un serveur centralisé. Donc, on a la partie capteur à regarder, la partie traitement du capteur. On a vu sur les technologies qu'il y a un traitement plus ou moins sophistiqué qui est fait derrière. Et puis, il y a ces éléments de communication qui sont importants. Alors, autre élément à partager, c'est un tableau qui rassemble, je dirais, ce qui nous apparaît comme étant des points de vigilance quand on veut déployer ces solutions-là, au-delà de savoir quel capteur je mets, combien il coûte et qui le vend. On va devoir intégrer justement ces fonctions de détection, de traitement, éventuellement de communication. Donc, il y a ces points de vigilance qui sont, à notre avis, les éléments qui vont permettre à la fin d'arbitrer entre des solutions aux performances et capacités modestes, mais plutôt robustes, ou alors vers des solutions plus sophistiquées, mais il faut s'en donner les moyens. Donc, il y a tout ce qui est compatibilité, donc avec le lien entre le capteur et l'intelligence et le luminaire, différents fournisseurs, les versions de capteurs,
L'implémentation, donc aussi l'installation, le réglage, selon les différents fournisseurs, si on déploie une solution, c'est un peu une forme d'interopérabilité, mais selon, dès qu'on se rapproche du meilleur, on dépend d'un ou l'autre des fournisseurs. La fiabilité, ça c'est extrêmement important. Les principes des détecteurs sont connus, mais ils vont être impactés par la météo, le vieillissement, on connaît. Il y a une question de diagnostic aussi en cas de défaillance. Comment on sait, comment on va savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quel est le mode dégradé en cas de détecteur défaillant. Et ça conduit à un coût total qui comprend non seulement le capteur, mais de la maintenance, de l'assistance, de la formation, des supports, des mises à jour, bien sûr, tout ça dépendant de la sophistication de la solution. Et puis la communication rajoute sa couche supplémentaire, notamment sur les aspects communication, couverture de réseau, évolution des solutions, et puis tout ce qui concerne les données, leur transfert, leurs données, leur sécurité. Donc c'est tout ça qu'il faut, à notre avis, parcourir pour avant de se lancer dans une installation un peu intelligente et être sûr qu'on cerne tout ça avec une vigilance particulière sur l'informatique. Au niveau de la mise en œuvre, donc si on revient au niveau du point lumineux, donc on a montré le capteur intégré dans un luminaire, on peut aussi le déporter sur un mât, on peut aussi avoir des capteurs multiples pour combiner les avantages de différentes technologies. Et au niveau d'installation, on a avec fil pilote ou avec des modules communicants, on trouve des solutions possibles. Et enfin, un petit tableau pour se rappeler, parce que quand on parle de point lumineux ou bien sur un groupe, ce qui est un peu déterminant, certainement, c'est ce petit tableau. Donc, dépendant de l'usager, donc je rappelle des choses évidentes. Un piéton, à la vitesse où il se déplace, il va passer d'un point lumineux à l'autre, il sera détecté tous les 20 secondes. Roger qui fait son footing, ce sera plutôt tous les 5-6 secondes. Un cycliste, ça va être tous les 4 secondes, et une voiture, ça sera toutes les 2 secondes. Donc, je pense que cette récurrence de la détection conditionne la nécessité ou pas d'avoir un système communicant pour avoir une zone, pour qu'on soit détecté sur une zone bien plus importante. Donc, pour un luminaire qui n'est pas équipé de détecteur, ou un luminaire qui n'est pas équipable. Alors, l'illustration n'est pas bonne, mais c'est un luminaire en top de mât où il est difficile de mettre un détecteur. On peut tout à fait mettre un détecteur sur le poteau avec une interface. Ici, il existe des interfaces de poteau où on peut donner donc les paramètres de réglage. Il y a simplement un câble DALI, deux câbles qui vont véhiculer l'information protocole DALI pour adresser les performances. Et ça rend la détection donc indépendante du luminaire ou indépendante de son design. Donc ça, c'est une possibilité. Donc sur la programmation, donc on va retrouver des paramètres, un petit peu comme le dispositif que j'ai montré au début. Mais là, c'est des petits curseurs qui vont permettre de déterminer les paramètres, encore une fois, le temps d'allumage au niveau haut, et puis le niveau des seuils haut et bas, qu'on soit seul ou, là, encore une fois, avec un abaissement de puissance. On peut avoir la version un peu mixte, c'est-à-dire que l'interface elle est renvoyée en bas au pied de poteau avec un détecteur qui est cette fois-ci intégré. Toujours avec le câblage DALI. La solution fil pilote, donc là, elle est intéressante. Je montre le schéma, je montrerai un exemple après. Donc, on va pouvoir ici, sur ce schéma, on va pouvoir avoir des luminaires qui ont ou pas un détecteur de présence, et on va pouvoir combiner ça avec un autre contact sec, qui peut être un radar, qui peut être des boucles de courant. Donc, on va pouvoir traiter un petit groupe de luminaires, petite installation, avec une stratégie combinée. Donc, j'ai deux exemples ici. Donc, encore la station-service, parce qu'on est dans ce cas-là, c'est comme ça que ça a été traité, avec un
site pilote pour combiner donc les radars et les détecteurs de présence. Ici, il y a un parking qui est connecté à une piste cyclable. Donc, on a une boucle magnétique au sol pour détecter l'entrée des véhicules. Et puis des luminaires dont certains sont équipés de détecteurs infrarouges pour les piétons et les cyclistes. Autre solution, c'est des systèmes communicants. Donc, c'est ici des protocoles, des modes de communication méchés. Donc, les luminaires vont communiquer entre eux en émetteur-récepteur sous forme de réseau. Donc, un groupe de luminaires qui est retenu donc, sur un périmètre qui est l'installation qu'on vise, un lotissement, une piste cyclable, un groupe scolaire. Donc, on détermine tous les luminaires qui sont dans le système et on détermine, on indique quels sont ceux qui communiquent, les informations qui seront partagées. Donc, on détermine les scénarios et tout ça se programme sur site avec un PC. Donc, on crée la matrice de communication et donc l'information de détection va être transférée au luminaire qu'on a choisi. Alors, ça existe aussi, ici on combine, c'est une solution que certains reconnaîtront, on combine les deux, c'est-à-dire qu'on a une communication avec un détecteur qui est infrarouge pour identifier les piétons et radar pour identifier les voitures. Donc, si le détecteur infrarouge fonctionne, il considère que c'est un piéton avec une vitesse d'avancée, donc il va déterminer le nombre de luminaires à allumer devant le piéton. Et si c'est une voiture, le radar va donner la vitesse et il va donner, donc on paramètre la distance, donc un temps, pardon. Donc ça donnera le nombre de luminaires qui seront allumés devant la voiture. Donc là aussi, c'est des solutions extrêmement intéressantes, mais ça mobilise pas mal de technologies, du paramétrage et une étude préalable, parce qu'il faut vraiment transformer le cas d'usage en une étude et un déploiement adapté. Donc ça, des choses qui existent depuis un certain temps. Alors justement, j'ai repris sur cette solution-là les premiers sites pilotes. Donc c'était des produits déjà industrialisés où il y a ici le premier plus d'une cinquantaine de luminaires, donc sur une zone d'activité, un lotissement complet plus de 200 luminaires. Donc c'est des choses qui sont déjà existantes depuis quand même pas mal d'années. Bon, il s'en est pas déployé des dizaines de milliers. On voit cet historique montre quand même la latence et le temps que mettent à se développer ces solutions. Parce que au-delà de cette technologie qui est intéressante, il y a la mise en œuvre qui est les coûts qui est un réel frein. Donc, ça m'amène à une forme de conclusion. La première chose, c'est la nécessité absolue de faire des vraies études avant de déployer ce type de solution. Il s'agit de capter toutes les économies possibles qu'apporte la LED. Et c'est à partir de là qu'on peut voir si la détection de présence permet d'aller un peu plus loin. Donc, et si on veut l'utiliser, on est un peu contraint par le fait qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a des technologies qui sont en compétition ou qui se complètent plutôt. Donc, pour infrarouge, pour nous, ça ne fonctionne que pour des piétons, des cyclistes. Donc, extrêmement intéressant. Solution facile à mettre en œuvre et pas chère. Donc, extrêmement intéressant dans des situations où il y a ce type d'usager. Le capteur vidéo, c'est extrêmement intéressant. Il y a des solutions qui sont sympas, mais qui ne se justifient pas sur des critères purement économiques et énergétiques. Donc, les coûts de mise en œuvre dépassent largement ce qu'il est acceptable de payer pour cette fonctionnalité-là. Donc, il faut trouver des réponses, une justification sur d'autres fonctionnalités. Donc, c'est sur les usages, sur le niveau d'information, sur l'exploitation optimale des logiciels qu'on va pouvoir justifier le déploiement de ces solutions et passer des sites pilotes à un déploiement plus important. Et puis le radar qui est un complément, c'est une bonne solution ou complément. C'est intéressant de combiner deux technologies
voilà, il y a des possibilités intéressantes. Et puis, surtout, l'autre conclusion, c'est l'extrême vigilance et transformer les technologies intéressantes en vrais succès, mais en se cachant pas les difficultés, le temps que ça représente, l'énergie et les coûts. C'est des études initiales, c'est de l'installation, du paramétrage, du diagnostic, des modes dégradés, de la maintenance, et puis un impact sur les infrastructures, et notamment informatiques quand il y en a. C'est pas rien que de mettre des logiciels embarqués dans un luminaire avec des mises à jour qui doivent se faire. Donc c'est extrême vigilance par rapport à ces solutions-là. Euh, et donc voilà ce que je voulais partager. Donc c'est notre retour sur notre expérience d'accompagnement de nos clients sur le déploiement de ces solutions. Donc, ça peut amener des commentaires, des compléments et des questions que viendront peut-être après. Je ne sais pas si Roger va reprendre la main, peut-être après Oui. la présentation de Johan qui va, lui, parler beaucoup plus des aspects écologiques. C'est quelque chose qu'on a, nous, qui n'était pas au cœur de nos préoccupations ces 10 dernières années. Ça le devient, donc il va nous en dire quelques mots. Merci Alain pour ta présentation synthétique sur l'aspect technologique, balayer un peu un état des lieux, ce que tu as été faire sur la technologie aujourd'hui, l'état des connaissances, l'application et surtout une chose importante également, c'est la pertinence économique par rapport au choix et également les coûts induits qui en découlent, notamment je pense aux coûts de fonctionnement, aux coûts de mise à jour des logiciels, également aller chercher de la ressource dans d'autres services, notamment dans des services plutôt de communication électronique, d'informatique, qui ne sont pas des métiers de base de l'éclairage extérieur. Et donc voilà, ça amène une petite révolution aussi dans nos métiers, cette approche. Et voilà, donc tous ces coûts sont quand même à intégrer dès le départ. Alors, on a une question de Damien qui nous dit, autre problème du capteur vidéo, en tout cas à ce jour, il faut encore un niveau de veille relativement important pour permettre détection et analyse. Est-ce que tu as Ouais, des je éléments? complète. C'est le constat qu'on a eu à ce jour sur l'expérimentation qu'on a menée sur 2 rues à Lille. Oui, C'est qu'il faut, enfin, a priori, Deluxe Mini. Donc voilà, à moins de suréclairer, à ce stade, vu le surcoût, c'est pas forcément intéressant de faire de la capture vidéo uniquement pour l'éclairage. Effectivement, s'il y a un gros intérêt pour le stationnement ou d'autres choses, ça peut se discuter. Mais les autres services ne sont pas vraiment en demande, en tout cas, de ce genre de choses pour l'instant. merci Damien. Voilà, donc Johan il va passer animateur. Et donc va nous faire une présentation, un retour d'expérience concernant donc l'impact sur la biodiversité, donc dans le cadre d'une étude de cas. Et ensuite, suite à sa présentation, nous aurons un temps d'échange sur les questions que vous pourriez être amené à poser, si vous en êtes d'accord. Voilà, je te passe la main, Johan. À tout à l'heure. Ok, merci. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, là, merci aussi de m'avoir invité pour présenter cette étude dans ce webinaire. Là, l'objectif, c'est de vous présenter un cas d'étude qui s'est déroulé quand même sur 2 ans. 2 ans. Et l'objectif, c'était d'étudier plusieurs modalités d'éclairage sur les chauves-souris en particulier. Donc, c'est une étude qui a été menée sur le square René Le Gall avec les éclairagistes EVESA, donc qui nous ont qui nous ont accompagnés sur cette étude-là. Donc, au square René Le Gall, on a testé différents protocoles, dont la détection de présence. L'idée là, ça va être de présenter un petit peu le contexte, on va dire d'usage, le contexte un peu écologique, présenter le protocole d'étude. Et puis vous présenter les résultats et puis nos conclusions sur cette étude-là. Alors le contexte, c'est un square parisien, donc intramuros dans le 13e arrondissement. Donc c'est un contexte très 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 urbain dans dans une très grande ville très connue. Donc en termes d'enjeux écologiques,
C'est un square qui est très, très renfermé on va dire, dans le béton, qui est très déconnecté avec le reste ce qu'on pourrait appeler des réservoirs de biodiversité, des zones sources un petit peu de nature, qui sont par exemple le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, ou même la Seine. Donc on est sur un square qui a un enjeu de nature, on va dire, local, pour des usages de promenade, pour du bien-être, quoi. Et puis, donc au niveau des usages, ce que vous voyez sur l'image de droite, au sud du square, vous avez une aire de loisirs, donc il y a un espace de jeu sportif. Au milieu du square, donc vous avez une allée boisée avec des essences fruitières, avec des frênes. Donc il y a un enjeu écologique de ce point de vue-là. Et au nord, vous avez un jardin, donc engazonné avec des haies. Donc voilà, localement, il y a quand même ça représente un cœur de nature pour la ville. Donc là, l'objectif, ça a été d'essayer de voir comment on pouvait concilier au mieux l'éclairage avec les enjeux écologiques et les usages. Donc nous, pour cette étude-là, on a mis en place un protocole on a suivi donc 7 luminaires. Donc on a mis en place des enregistreurs de chauves-souris sur 7 luminaires. Donc en fait, on a fait un système de rotation avec des enregistreurs automatiques de chauves-souris. Donc c'est des boîtiers globalement qui enregistrent les émissions ultrasonores. Donc les chauves-souris se déplaçant par écolocation et donc émettant des émissions ultrasonores. Avec ce type de boîtier, on est capable d'enregistrer les sons de chauve-souris. Et nous, derrière, on est capable d'identifier d'une part quelle espèce c'est. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, au moins au groupe d'espèces, savoir si c'est plutôt tel groupe d'espèces ou tel groupe d'espèces. Et en plus de ça, on est capable de quantifier un petit peu l'activité des chauves-souris, c'est-à-dire qu'on est capable de dire c'est un indicateur si on enregistre une chauve-souris pendant 3 heures, mettons, sur la nuit. On se dit que là où on a posé le boîtier, c'est un habitat qui est plus favorable, par exemple, pour la chauve-souris par rapport à un autre site où on aura 2 secondes d'enregistrement de l'espèce, voire pas d'enregistrement de l'espèce. C'est un indicateur qui nous permet de dire cet habitat est favorable, ce milieu est favorable pour l'espèce, ou il l'est pas ou peu. En plus de ça, nous, on est capable de traduire si c'est une activité plutôt liée à la chasse, plutôt liée au transit, donc c'est-à-dire une espèce qui va d'un point A à un point B sans s'arrêter trop sur site, ou alors qui reste stagnée pour se nourrir. Ça n'a pas les mêmes enjeux en termes de conservation et donc de conclusion derrière. Donc, c'était une grosse étude avec plus de 10 000 heures de fonctionnement des boîtiers. Donc, on a les enregistrements au lieu d'avril à octobre. Donc, comme les chauves-souris hibernent, il n'y a pas d'intérêt à faire des enregistrements en hiver, de novembre à mars. Donc, de 2018 à 2019. Donc, c'est beaucoup d'échantillonnage, un gros échantillonnage. Donc là, la détection de présence a été testée sur les points 6 et 7, donc dans l'allée boisée, en fait. C'est une allée dans l'allée boisée, ouais. Donc globalement, il y avait plusieurs types de lampes qui étaient installées sur l'éclairage du square. Donc il y avait des LED en 3000 Kelvin. Donc nous, on a fait des mesures, donc ça oscillait, on va dire, entre 2800 et un peu plus et 3200 Kelvin, en fonction aussi potentiellement des nuisances, on va dire des nuisances par rapport aux éclairages à côté. Il y avait des LED 4000 Kelvin et il y avait des lampes aussi MHP. Donc des lampes boules. Donc nous, la détection de présence, l'étude s'est menée sur des lampes LED à 3000 Kelvin, donc comme expliqué Alain sur la présentation d'avant. Donc globalement, effectivement, je vais détailler un petit peu plus le protocole. La détection de présence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des simulations de détection de présence. Je vais revenir sur la diapo du square. Pour standardiser un petit peu l'étude, on n'a pas mis de la détection de présence parce que ça voudrait dire que en fonction des périodes de l'année, en fonction de ça devenait une autre variable à étudier qui était autre que la biodiversité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a standardisé. On a fait du coucher du soleil, donc à peu près de 20 heures jusqu'à 22 heures. On a fait une simulation de détection, donc une réduction de la puissance lumineuse
de toutes les 5 minutes, de 5 minutes pendant toutes les 10 minutes. Donc en fait, il y avait des intervalles de 5 minutes, allumé, éteint. Donc, et ça de 20h à 22h, en gros. Ce qu'il y a aussi, c'est que, comment dire, on a testé 2 modes de détection de présence, allumé, éteint, donc vraiment 100% de puissance nominale à 0% de puissance nominale, et allumé réduit, donc 100% à, et puis on passe avec une veilleuse. En fait, il y avait une veilleuse. Donc en termes de niveau d'éclairement, on passait de 9 lux de mémoire à peu près 3-4 lux. Donc c'était vraiment de base un éclairement assez faible, modéré on va dire. Et puis la veilleuse était un éclairement assez bas de 5 lux environ. Donc ça c'est pour le protocole. Donc les résultats qu'on a eus, c'est globalement des espèces très, on va dire, très urbaines, donc de la pipistrelle commune, qui est en fait la petite chauve-souris qu'on voit beaucoup voler au-dessus de son jardin, au-dessus de son balcon. C'est une espèce qu'on croise assez facilement assez facilement. Après, deux autres pipistrelles qui sont un peu moins connues, la pipistrelle Donatuvius, qui est une espèce plutôt nordique, qui est une espèce migratrice, et la pipistrelle de Kuhl, qui est une espèce plutôt du sud, mais qui est aussi très adaptée. Ces deux espèces sont très adaptées aussi au milieu urbain. Et des noctules, donc de la noctule Lessler et de la noctule commune. Donc c'est des espèces qui sont beaucoup plus grosses et qui ont plutôt tendance à privilégier aussi les cours d'eau, les grands espaces ouverts, qui sont un petit peu moins urbaines, on va dire. Donc ça explique aussi un petit peu ces résultats. Donc le nombre de contacts, finalement, c'est le nombre d'enregistrements de 5 secondes. Un contact, c'est un enregistrement de 5 secondes où il y a au moins un cri d'écolocation de chauve-souris. D'écolocation ou un cri de chauve-souris. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu en proportion beaucoup plus de pipistrelles de Kuhl et de pipistrelles communes, un petit peu moins de pipistrelles Nautilus et quelques contacts de noctule Lessler et de noctule commune. Donc au vu des résultats, nous on s'est concentré sur l'analyse sur la pipistrelle commune, et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des contacts aussi on ne pouvait pas trancher entre la pipistrelle Nautilus et la pipistrelle de Kuhl, donc on a fait un groupe Kuhl-Nautilus, on va dire. Donc ah oui, donc là, je redétaille quand même le protocole. Donc effectivement, c'était de 22h05 à 23h30, pardon. Allumé réduit et allumé éteint, comme je disais. Et c'était une modification toutes les 2 nuits. Donc c'était une session de 6 nuits tous les 2 mois. Donc sur 6 nuits, on faisait allumé réduit, allumé éteint, allumé toute la nuit. Voilà pour le protocole. Donc pour détailler les résultats, si c'est pas assez clair, parce qu'il y a eu une petite inversion de diapo, n'hésitez pas à poser des questions, à me ressolliciter après la présentation. Donc on a étudié trois indicateurs, en fait, trois variables. Donc le taux de présence, c'est-à-dire le nombre de nuits où on a eu au moins une chauve-souris détectée sur l'enregistreur. On a eu l'activité moyenne, les nuits où elle était présente, donc ça veut dire quand la chauve-souris était détectée, combien de temps elle est restée sur site. Et enfin, un autre indicateur qui est la durée entre le premier contact et le début de la nuit, en gros. Donc en gros, ça nous permettait de nous dire, est-ce qu'il y a un rallongement des délais? Est-ce que les chauves-souris arrivaient plus tard sur site ou plus tôt, en fonction de telle ou telle modalité? Donc ici, vous avez constant, intermédiaire et intermédiaire E, intermédiaire R. Donc constant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de détection de présence, c'était un allumage constant. Intermédiaire E, donc c'est un détection de présence, extinction. Et intermédiaire R, c'est avec une veilleuse, détection de présence, réduction. Donc pour la pipistrelle commune, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une tendance à une activité moins forte quand il y avait de la détection de présence. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait potentiellement un biais lié à la pluie. C'est qu'on n'a quand même pas eu de bol. C'est que dès qu'on a, dans notre programme, dès qu'on mettait de la détection de présence, et ben, finalement, il y a eu pas mal de pluie ces jours-là, donc ça a biaisé un peu les résultats.
Donc on avait moins d'activité lors de la détection de présence, mais ça peut être aussi lié à des jours de pluie. Donc nos résultats sont, on va dire, il y a une tendance, mais c'est difficile de trancher à partir de ça. Concernant les pipistrelles de Kuhl, pipistrelles de Nathusus, là on a des résultats un peu plus tranchés, comment dire. En fait, on a fait des tests statistiques pour voir si nos résultats étaient significatifs, c'est-à-dire si si objectivement on pouvait dire oui, la détection de présence a un effet, ou c'est peut-être juste un effet graphique ou un effet de représentation de résultats, et finalement c'est pas vraiment, c'est peut-être une tromperie, on se trompe peut-être. Donc là, on a fait un test statistique pour les pipistrelles communes, mais on n'a pas eu de résultats vraiment significatifs. Et pour les pipistrelles d'Antiuscule, on a eu des résultats, donc une significativité sur le taux de présence. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu plus de pipistrelles de Kuhl Nathusus sur la détection de présence, c'est-à-dire que les espèces étaient plus présentes quand on mettait en place de la détection de présence allumé-éteint. Donc ça veut potentiellement dire qu'il y a un effet d'évitement lors d'un allumage constant ou d'une veilleuse, et que les chauves-souris seraient plus présentes quand il y a la détection de présence avec une extinction. Donc là, on a peut-être un gain écologique sur la mise en place de détection de présence extinction, étant donné qu'on a plus de présence de pipistrelles de Kuhl Nathusus. Au niveau de la durée, on a vu qu'il y avait une tendance aussi, sans vraiment significativité statistique, une tendance à une arrivée plus précoce sur site quand on mettait de la détection de présence. Les pipistrelles de Kuhl Nathusus arrivent plutôt au niveau de l'allée forestière, des points 6 et 7, quand on met de la détection de présence. Donc potentiellement aussi, il y a aussi un effet là qui est peut-être un effet d'évitement par rapport à un éclairage constant qui a été mesuré. Donc là, statistiquement, c'est pas très significatif. Voilà. Donc on est assez mitigé sur les résultats. Néanmoins, on a quand même des résultats significatifs pour le taux de présence et de la détection de présence avec une extinction. Donc, si on fait une petite synthèse de ces résultats, globalement, pour l'espèce pipistrelle commune, on a une tendance à une activité moins forte avec de la détection de présence. Donc ça c'est plutôt positif, dans le sens où une chauve-souris, plus elle reste sur site, plus ça veut dire que globalement, il y a d'insectes à chasser, potentiellement. Et donc, ça veut potentiellement dire aussi que la lampe a un effet attractif sur les insectes. Donc, la pipistrelle commune, si elle est moins active quand il y a la détection de présence, ça veut peut-être dire en fait qu'il y a moins d'insectes à tirer, et donc il y a moins de perturbations de l'écosystème au global. Donc, on va dire que c'est moins favorable à l'activité de chasse de la pipistrelle, mais c'est plus favorable aux écosystèmes au global. Et en plus de ça, c'est un petit peu faux de dire que c'est moins favorable à l'activité de la pipistrelle. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui va profiter des insectes cumulés au luminaire, parce qu'on va y avoir une concentration du stock de proie au niveau du luminaire, mais du coup, le stock de proie est moins diffus, et il y a donc moins de disponibilité pour l'ensemble des individus présents sur site. C'est-à-dire que si le stock de proie est concentré au luminaire, il y a des interférences qui peuvent se causer entre les individus de par leur système d'écolocation, et donc il y a moins de disponibilité. Donc en fait, ce qu'on interprète là, c'est que la détection de présence réduit la concentration des insectes au luminaire, et donc est positif à l'écosystème du square. Concernant la pipistrelle de Kuhl Nathusus, on a vu un effet significatif sur le taux de présence. Donc il y a plus de présence quand il y a une détection de présence avec une extinction. Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que quand il y a une veille, il n'y a pas eu d'effet significatif. Et que quand il y a un image constant aussi, ben voilà, c'est mieux de faire de la détection de présence avec une extinction. Et potentiellement aussi, il y a une arrivée qui est alors là, je l'étais plus tardive.
qu'avec l'éclairage, néanmoins, c'est plus précoce. C'est une coquille là dans ce tableau-là, c'est plus précoce que plus tardive plus tardive qu'en constance de l'éclairage. Donc, oui, voilà. Donc quand on met de la détection de présence, les chauves-souris arrivent plus tôt. Donc ce qu'on interprète ici, c'est qu'il y a un effet d'évitement potentiellement de l'éclairage, et de mettre de la détection de présence, ça voudrait dire elles arrivent plus tôt et il y a plus de nuits de présence. Donc c'est un effet d'évitement qui est, comment dire, moins fort. Et donc, c'est favorable ici pour l'activité des pipistrelles de Culnatus. Donc ça, c'est un petit bilan un petit peu des études. Donc là, je n'ai pas présenté parce qu'on parle de la détection de présence. Mais on a fait une étude aussi sur le niveau d'éclairement et sur l'extinction du square. Donc ça a permis de comparer, entre guillemets, les effets de chaque modalité sur les différentes espèces de chauves-souris. Donc ce qu'on a vu, c'est que quand on abaisse le niveau d'éclairement sans plus de, on va dire, de détails, sans plus de finesse, entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'il y a une nuit par rapport à un éclairage, on met 16 lux, et un éclairage, on met 8 lux toute la nuit. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet juste sur la pipistrelle commune globalement, et il y a un petit peu moins de chasse de pipistrelles communes sur ces sites où il y a moins d'éclairement. Quand on met la détection de présence, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet aussi sur les pipistrelles de Culnatus. Donc là, on réduit la concentration des proies, et puis on favorise la réduction de l'évitement de l'éclairage. Et quand on éteint complètement le square, c'est là où on a eu le plus de résultats significatifs. Donc les résultats pour les sérotines noctules, je ne les ai pas présentés, mais en fait, globalement, on a contacté des sérotines et des noctules uniquement quand le square était éteint. Voilà, donc il n'y a pas de, statistiquement, c'est difficile à traiter parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de contacts. Néanmoins, on peut faire ce constat qu'on n'a pas eu de sérotine noctule quand le square était allumé. Et on a eu des effets très significatifs concernant l'extinction. Donc globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'est à privilégier la détection de présence par rapport à une réduction du niveau d'éclairement sur toute la nuit. La détection de présence a quand même un intérêt plus fort que juste un abaissement du niveau d'éclairement, mais l'intérêt est moindre par rapport à une extinction, on va dire, brutale, entre guillemets, du square pour les chauves-souris et globalement pour les écosystèmes. Donc, merci de votre attention. J'ai été assez rapide dans ma présentation. N'hésitez pas à me poser des questions sur les chauves-souris, sur les résultats. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci Yoann pour ta présentation, donc sur ce retour d'expérience. Il a été réalisé, donc tu disais, il y a combien de temps ce retour d'expérience? Les inventaires ont eu lieu en 2018-2019 et on a traité les données en 2020, en gros. Très bien, ok. Très bien. C'est quand même assez récent. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces deux présentations? Questions techniques, soit vous levez la main, soit vous envoyez un message sur le chat. Alors, on a une question ici, donc de Didier Bouyol. Quels sont les dispositifs permettant le comptage des déplacements avec horodatage en vue d'études d'opportunité de faisabilité? Alors, Alain, est-ce que tu pourrais apporter les éléments de réponse? Dispositif de comptage avec horodatage, donc ça veut dire enregistrer. Enregistrement. Avec enregistrement et oui, le système un peu de système de flux embarqué pour l'analyse d'image, l'analytique pour la vidéoprotection. Alors, nous, on a un test. J'ai indiqué qu'il y a des solutions sonores, donc on a des tests nous en cours et il y a des solutions intéressantes pour ça. Ça semble assez pertinent justement pour compter les déplacements. Ça détecte le sens de déplacement aussi. Mais on est à un stade de pas prototype, mais voilà, entre le prototype et l'industrialisation. Après, je pense que les caméras ont des
J'ai mis une illustration sur les fonctionnalités des caméras. On peut faire pas mal de choses là avec c'est des caméras un peu standards. Toutes les marques font ça. Il y a des possibilités intéressantes. Ouais, si vous le permettez, je vais préciser ma question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on vous entend, oui. Avant, donc, dans l'hypothèse de mise en place d'une solution de détection de présence dans une zone très peu fréquentée la nuit, la question se pose soit de la coupure brutale, soit du maintien de l'éclairage avec détection de présence. Donc, entre ces deux solutions, est-ce qu'il existe des dispositifs qui permettent de quantifier les déplacements en période nocturne et de vérifier l'intérêt d'une détection de présence? Oui, alors il existe. Je pense que oui, il y a des systèmes, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a des systèmes avec un câble qui traverse la route où ça se fait. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est pour les feux tricolores de la SLT. Donc, on utilise des radars qui permettent de quantifier les flux par sens de circulation. Voilà, c'est des choses qui existent. On met ça sur une journée ou plusieurs jours et on arrive à quantifier. Alors, pour les véhicules, ça fonctionne bien. Voilà, piétons et cycles, on sera peut-être quelque chose d'un peu plus fin, donc avec des coûts qui seront associés. Mais bon, technologiquement, oui, ça existe. Après, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire, la pertinence et encore une fois le coût fera sûrement valider votre choix. Très bien, merci. Merci. D'autres questions? Est-ce que parmi vous qui êtes présents, vous avez déjà utilisé la détection de présence a priori dans de nouvelles installations? Est-ce que vous avez rencontré des écueils, des freins par rapport à la mise en œuvre? Quel pourrait être votre retour d'expérience sur ce type d'installation? Damien, je ne sais pas si tu peux peut-être dire un petit mot sur… Oui, je peux le dire. Pour les cyclistes, il y a parfois des soucis, hein, même quand ils vont pas très vite, et surtout en hiver sur l'infrarouge, évidemment. Et le problème, ce que je disais tout à l'heure sur la détection vidéo, qui n'est pas encore complètement au point, hein, qui nécessite un niveau minimum assez élevé, relativement élevé. Quand on optimise l'éclairage, en fait, il y a la différence entre le niveau de veille et le niveau 100% et pas vraiment notable. C'est en tout cas la conclusion qu'on a tirée de notre expérimentation sur 2 rues. Donc voilà, il y a encore du boulot sur aussi le traitement de l'information. Alors, notre installation sur ma caisse de Nobel, donc projet Luciole, c'est un prototype qui est très complexe, donc on peut comprendre aussi qu'il y a des difficultés liées à ça. Mais le traitement du signal peut aussi poser des problèmes. Moi, je suis pas trop. J'ai jamais fait d'installation avec fil pilote, et donc c'est pas. Mon idée, c'est vraiment de faire de la communication de type Zigbee ou mobile, pour justement pas avoir à rajouter en plus un câble. Et donc par contre, j'ai jamais expérimenté ça. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai présenté les deux choses parce qu'on a fait des réalisations, mais c'est vrai que les réalisations de fil pilote sont plutôt ponctuelles. J'ai montré des illustrations. On voit sur des périmètres qui sont plutôt réduits et spécifiques. Un parking, une station-service. Ce qu'on fait le plus souvent, oui, c'est la communication sans fil, hein, c'est par photo. Ça devient maintenant assez régulier, quoi. Alors que les pilotes, c'est assez ponctuel. Après, sur les détections de présence infrarouge, il y a quelque chose que je n'ai pas suffisamment précisé, mais M. Morino l'a évoqué. Dans les limitations de l'infrarouge, c'est un contraste entre l'objet et le fond. Donc, ça dépend aussi des températures. Ça ne régit pas pareil l'hiver et l'été. Il y a un temps de réponse et puis il y a un contraste. Si on est en pleine, s'il fait très chaud l'été, le différentiel de température est beaucoup plus faible et la sélectivité baisse aussi. Donc, ça, c'est pas des comportements qui sont totalement stables dans le temps. On a aussi il arrive aussi des perturbations, c'est-à-dire qu'on a eu des cas de détection de piétons cyclistes, c'était attendu. Et s'il y a des voitures qui passent à proximité, elles sont pas détectées, mais c'est une perturbation. Les voitures, accessoirement, émettent de la chaleur. Donc,
régulièrement, on propose des petits caches à mettre sur la détection de présence sur la cellule pour être plus sélectif et ne se concentrer que sur la zone de détection voulue. Bien. Est-ce qu'on a un autre retour d'expérience sur ces dispositifs? Après, je peux dire une chose, là, il y a un endroit où on peut ne pas avoir à hésiter, c'est dans les parcs, où justement il n'y a que des piétons. Une détection de présence simplement communicante, +1, -1, ça marche très bien et il n'y a pas de, Ouais, pas de tout à souci fait. à ce niveau-là. Voilà. Oui, ça marche. C'est vrai que cette notion d'impact écologique n'est pas encore suffisamment évaluée en amont des décisions. Voilà. On s'axe essentiellement sur l'aspect technique et économique. À côté de ça aussi, on a maintenant l'enjeu biodiversité et il faut absolument l'intégrer. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque part, ce que je disais Alain, c'est quel est le prix qu'on est prêt à payer pour préserver au mieux la biodiversité. Donc, on est encore sur des questions économiques. Hein, donc, c'est quand même des paramètres qui viennent complexifier la décision. C'est sûr que si on prend l'exemple de Yuan, dans un parc où il y a une présence très forte d'espèces, c'est leur espace vital parce que c'est un environnement urbain. C'est vrai que couplé ce parc, s'il est piéton, couplé à la détection de présence infrarouge qui marche pour des piétons c'est assez pertinent, quoi. Ouais, tout à fait. Au-delà de l'aspect économique. Oui, tout à fait. Ouais. Et sachant, enfin, j'ai vraiment appuyé sur le côté très urbain et entre guillemets reclus du square, c'est que là, en fait, nous, on a vu qu'il y avait un effet globalement sur des espèces qui sont, on va dire, assez tolérantes en termes de perturbations, que ce soit lié à l'éclairage ou lié à autre chose. Je pense que ça a d'autant plus son intérêt sur des espèces qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus, on va dire, ouais, c'est ça, sensibles dans des milieux, par exemple, des parcs et jardins en bordure de zones protégées, de zones d'intérêt, voilà, plus en campagne. Je pense que là, il y a vraiment aussi des enjeux où il y a sûrement moins d'usage aussi. Mais quand même un petit peu, je pense à peut-être des balades à vélo nocturnes sur des voies vertes en bordure de ville, des choses comme ça. Je pense que ça a vraiment son intérêt là-dedans. Très bien. Ben, écoutez, si on n'a plus de questions, on va vous remercier. Je remercie également les deux intervenants, Anna et Johan, pour leur présentation. Et vous dire à très bientôt. Donc, pour un prochain webinaire. Donc, on a comme prochain webinaire une approche sur l'éclairage des vitrines de magasins, des commerces. Donc, on va essayer de montrer un souci de quelles sont les contraintes pour les mises en lumière des vitrines, alors aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et notamment l'aspect par rapport à la réglementation. Et puis également un webinaire qui est en préparation sur l'éclairage des terrains de sport et également d'autres sujets qui seront présentés pour 2022. Voilà. Au nom de l'AFE, nous vous remercions de votre participation et vous disons à très bientôt. Bonne journée, merci à vous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.